avec Groupement Forestier Québec, la Fédération des producteurs forestiers du Québec et Conservation de la Nature Canada. Je m'appelle Marie-Andrée Tougatellier, je travaille pour Conservation de la Nature Canada à la coordination de l'initiative québécoise Corridor écologique. Merci d'être là. L'objectif du webinaire est de vous présenter les outils qui sont maintenant disponibles pour faciliter le travail des acteurs de la forêt privée et de la conservation. Dans la boîte à outils a été développée conjointement par les différentes personnes qui vont prendre la parole ce matin dans le but de concilier la foresterie et la conservation en terre privée. La boîte à outils est développée, comme je le disais, dans le cadre de l'initiative québécoise pour les corridors écologiques. C'est un projet qui propose une approche collective de l'aménagement du territoire afin d'augmenter la conservation des milieux naturels qui sont connectés par des corridors écologiques. L'initiative vise à consolider l'engagement des acteurs municipaux, des citoyens propriétaires de l'eau boisée, des agriculteurs et des acteurs clés de l'utilisation du territoire. Et pour ce faire, des activités de mobilisation, de renforcement des capacités, de reconnaissance et d'accompagnement dans l'action sont réalisées à l'échelle provinciale dans 11 régions du Québec. L'initiative est coordonnée par Conservation de la Nature Canada. Elle est mise en œuvre par 10 organismes et soutenue par plus d'une centaine d'experts. Dans chacune de vos régions, vous pouvez entrer en contact avec les maîtres d'œuvre puis voir comment vous pouvez collaborer avec eux. La présentation est d'une durée d'environ 1 heure, incluant une période de questions à la fin. La rencontre est présentement enregistrée, puis la vidéo va être disponible sur le site connectivitéécologique.com. Vous allez pouvoir voir le lien là, si ce n'est pas déjà fait dans le clavardage. S'il vous plaît, je vous demande de garder vos micros et vos caméras fermés. Ça va permettre une meilleure qualité de présentation pour tous. Tout au long de la présentation, vous pourrez écrire vos questions dans le clavardage, puis il y a un moment prévu à la fin là, pour que les conférenciers puissent répondre à vos questions. S'il y a beaucoup de questions et qu'on manque de temps, on va garder les questions, puis on va pouvoir vous revenir là, plus tard avec des réponses par courriel. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le cœur du sujet avec une vidéo qui illustre ce qu'est la connectivité écologique. Ceci est un purificateur d'air. Ceci est un filtreur d'eau. Ceci transforme comme par magie les fleurs en fruits. La nature est composée de forêts, d'étendues d'eau, de champs qui sont essentiels à notre bien-être. Les milieux naturels sont en meilleure santé lorsqu'ils sont connectés les uns aux autres par des corridors écologiques. Les corridors écologiques sont des chemins naturels empruntés par les animaux et les plantes pour se déplacer ou se disperser d'un espace à un autre afin de combler leurs besoins. On trouve une plus grande variété d'espèces dans les milieux connectés par des corridors écologiques. Cette diversité favorise les services que nous rend la nature et contribue à notre qualité de vie. Au Québec, il existe de vastes milieux naturels, mais ils disparaissent au fur et à mesure que les villes, les routes, les secteurs de villégiature se développent. Avec les changements climatiques, conserver des milieux naturels connectés par des corridors écologiques est plus important que jamais. La nature nous aide à lutter contre les changements climatiques et agit comme un filet de sécurité pour les citoyens. Il faut conserver les habitats des animaux et des plantes, notre eau potable, notre air pur, notre milieu de vie. Plusieurs partenaires collaborent pour protéger, restaurer et aménager de façon durable les corridors écologiques du Québec. Contribuez vous aussi à cette initiative. La vidéo le montre bien, les corridors écologiques sont essentiels. C'est d'ailleurs une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site connectivitéécologique.com. Le maintien de la vocation forestière et l'aménagement durable des forêts font partie de la solution. Les intervenants forestiers ont un rôle clé à jouer pour consolider les corridors, comme il sera possible de le constater tout au long des présentations via les divers intervenants qui vont présenter tout après moi.
En assurant la connectivité entre les noyaux de milieux naturels grâce à leurs boisés, les propriétaires permettent à plusieurs espèces animales et végétales de s'adapter au changement climatique en migrant vers le nord. Ces boisés aménagés de façon durable jouent le rôle de corridors écologiques et profitent aussi aux espèces ayant de grands territoires comme le lynx, l'ours, l'orignal et plusieurs autres. Je passe maintenant la parole à Antoine Nappi, chef de service de la conservation de la biodiversité et des milieux humides au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que participant à l'élaboration de la résolution 40-3. À vous, Antoine. Merci beaucoup, Marie-André. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on s'entend bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Il me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du site connectivitéécologique.com et de la boîte à outils Forêt. Comme vous le savez, la connectivité écologique est identifiée par les scientifiques et les gestionnaires de la conservation comme une des principales mesures pour assurer le maintien de la biodiversité dans un contexte de changement climatique. Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, nous sommes particulièrement intéressés par l'amélioration de la connectivité écologique parce que ça concerne évidemment directement le devenir de nos espèces fauniques, de leur rôle écologique et de leur importance d'un point de vue social. C'est pourquoi le MFFP s'est investi dès 2016 dans la coordination des travaux qui ont découlé de la résolution 43 sur la connectivité écologique adoptée lors de la 40e conférence des gouverneurs de Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada. Pour ceux qui s'en souviennent ou qui étaient là à l'époque, les États et provinces de part et d'autre de la frontière avaient alors convenu de travailler de concert pour améliorer la connectivité écologique, favoriser l'adaptation au changement climatique et conserver la biodiversité. Le Québec et le Vermont avaient alors co-présidé le groupe de travail sur la connectivité écologique. Cette collaboration a porté fruit, notamment par la mise en place d'un réseau de collaborateurs des deux côtés de la frontière, par le partage d'informations et la réalisation d'un portrait de l'état de la connectivité. Depuis, le gouvernement du Québec a également réitéré l'importance du rôle de la connectivité écologique en inscrivant cette mesure dans le plan sur l'économie verte 2020-2030, publié l'année dernière et qui va continuer à supporter la planification de la connectivité écologique au cours des prochaines années. La création de la plateforme web, connectivitéécologique.com, qui héberge la boîte à outils qui vous sera présentée aujourd'hui, est une action concrète qui découle de la mise en œuvre de la résolution. Dès le début des travaux de la résolution 43, un des constats qui avait été fait était que la première étape pour favoriser la connectivité écologique était évidemment de connecter les gens, mais également la connaissance. Ce besoin de communication et de partage d'informations a été réitéré à de nombreuses reprises, notamment lors du colloque sur l'écologie routière en 2017 et lors des nombreux travaux d'initiatives québécoises corridors écologiques du programme Action Climat. Le fait de regrouper les connaissances et les initiatives favorisant la connectivité écologique au sein d'une même plateforme web nous apparaissait alors comme un moyen incontournable et efficace pour promouvoir l'utilisation de cette solution dans les différentes régions du Québec et par les différents acteurs qui ont à cœur le territoire et ses composantes naturelles, dont la faune. À noter que la plateforme web a été développée pour être utilisée par l'ensemble des États et provinces de la résolution 43, bien qu'une emphase particulière a été mise sur le contenu québécois récemment. Je vais prendre quelques instants pour faire un bref survol du site. Donc, je vais vous faire un petit partage de mon écran. Donc, en espérant que vous voyez bien l'interface. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de parcourir le site connectivitéécologique.com, dans le fond, le site est constitué de différentes sections. Une première section sur laquelle on présente différentes informations sur la connectivité écologique, donc différentes notions, concepts. On y retrouve d'ailleurs la vidéo qui vient de vous être présentée. On a une section plus à droite où on voit la boîte à outils qui vous sera présentée là, plus tard dans le webinaire par Cynthia. Et on a au centre un menu Explorer, en fait, où on trouve une carte, où on trouve en fait une cartographie de l'ensemble des projets sur la connectivité écologique au sein des différentes provinces et États qui font partie de la résolution 43. Donc, si je vous montre un exemple au niveau de la carte, on y voit les différents projets qui ont été recensés. Donc, c'est plus d'une centaine de projets qui ont été recensés là, partout dans la grande région, avec différents filtres là, qui vous permettent de filtrer l'information en fonction des régions, des organismes impliqués, des actions, de groupes taxonomiques, de types d'écosystèmes, donc différents menus pour filtrer le contenu. Et si on regarde notamment pour le Québec, il y a près d'une cinquantaine de projets qui ont été documentés.
Des projets qui sont de portée provinciale, de portée des fois plus régionale ou locale. Pour les projets qui sont de portée plus locale ou régionale, ils sont géoréférencés, donc on peut cliquer sur le projet, avoir une délimitation de la zone qui est touchée par le projet. On a accès à un résumé du projet dans le menu à gauche. On a accès au site web du projet, une fiche complète qui décrit les différents intervenants, les réalisations qui ont été faites, et également les rapports ou les documents là, pertinents là, qui ont découlé du projet. Autre élément sur lequel je voulais porter notre attention, c'est le fait que les projets ont été documentés, oui, pour le Québec, mais comme vous pouvez le voir, il y a les projets qui ont été recensés pour les différentes provinces et États américains, ce qui vous donne accès à une mine d'informations sur ce qui a été fait en termes de connectivité écologique ailleurs et au-delà de la frontière. Autre élément qu'on retrouve dans le menu Explorer, donc on a la carte interactive, on peut y aller par la liste des projets. On a les rapports dont je vous parlais qui étaient issus des différents projets. Et vous avez également accès à un rapport scientifique qui avait été commandé là, dans le cadre de la résolution 43, qui est une évaluation de la science et des projets qui décrivent les paysages connectés de la région nord-est de l'Amérique du Nord. Vous avez accès au rapport complet scientifique ainsi qu'à des résumés disponibles en français et en anglais. Donc, en terminant, je tiens à souligner que la création du site Web et l'intégration du contenu concernant l'initiative québécoise ont été rendues possibles grâce au travail collaboratif de plusieurs organismes qui soient gouvernementaux, soit le MFFP par sa contribution financière ainsi que le MLCC, du milieu universitaire. En particulier, je tiens à souligner l'excellente contribution du Centre de la science de la biodiversité du Québec qui a développé le site et des organismes de conservation, dont CNC et les maîtres d'œuvre qui ont contribué au contenu. Ces partenaires collaborent en continu pour s'assurer que cette plateforme soit à jour et utile pour les acteurs concernés par la connectivité écologique. C'est dans ce même contexte de collaboration que nos partenaires comme CNC ont fait des pas de plus en développant des boîtes à outils avec vous, les acteurs du milieu forestier. Ainsi, je tiens à remercier CNC et ses collaborateurs pour l'excellent travail réalisé permettant de diffuser et de rendre accessible l'information à tous ceux qui peuvent et veulent agir sur le maintien de la connectivité. Je vous invite donc à consulter la plateforme web qui est un outil pour vous et je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Je vais maintenant passer la parole à Vincent Miville, directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. À vous, Vincent. Merci, Marie-André. Depuis 50 ans, l'État administre des programmes d'incitatifs financiers pour encourager les propriétaires forestiers à s'investir dans la réalisation de travaux sylvicoles. Ultimement, l'objectif poursuivi, c'est d'accroître la production de bois sur le territoire privé pour répondre à certains besoins industriels, favoriser un développement économique régional. L'intérêt des producteurs pour aménager leur boisé, ultimement tirer un revenu décent, contribuer au développement économique de leur communauté, il est certainement manifeste depuis des lustres. En parallèle, l'intérêt des citoyens et de l'État envers les services environnementaux générés par les boisés des 134 000 propriétaires forestiers du Québec ne cesse de s'accentuer à travers le temps. Les objectifs, ça vise la protection des milieux humides et hydriques, la conservation des espèces menacées ou vulnérables, le maintien de la biodiversité, évidemment, la protection du couvert forestier, la conservation de milieux d'intérêt, la captation du carbone afin de lutter contre les changements climatiques ou même le maintien de paysages agroforestiers si resplendissants dans toutes les municipalités du Québec. Peu à peu, puis un peu plus évidemment à chaque jour, les propriétaires forestiers, qu'ils soient à la fois anciens ou nouveaux, sont conscientisés à l'idée de protéger et surtout faire fructifier les biens et services environnementaux que leurs boisés fournissent aux collectivités. Ils ne peuvent pas vraiment faire autrement parce que ces boisés-là, ça constitue la vitrine par laquelle 8 millions de Québécois découvrent, admirent, puis profitent de ces écosystèmes forestiers-là. Les producteurs forestiers, encore plus aujourd'hui, ne sont pas insensibles à cette divergence-là des intérêts des citoyens de l'État, puis bien au contraire, la motivation des propriétaires forestiers du Québec sont directement alignés sur ces préoccupations qui sont à la fois économiques et environnementales. Si on se réfère dernier sondage réalisé auprès des propriétaires forestiers, en 2012, on constatait
chiffre à l'appui, 92% des propriétaires forestiers du Québec identifient le plaisir de posséder un milieu naturel comme une source de motivation à posséder un boisé. En parallèle, ou en fait, en même temps, vous avez 84% de ces propriétaires-là qui accordent une importance significative à l'aménagement de leur boisé, notamment par la réalisation d'activités forestières. Ultimement, la vaste majorité des propriétaires désirent à la fois aménager leur boisé et préserver l'environnement. Puis, de toute évidence, l'évolution du profil, des motivations des propriétaires forestiers du Québec à travers le temps est en phase avec les attentes de la société. Les forêts privées, les milieux humides qu'elles abritent, ça préserve des habitats fauniques ou floristiques qui constituent un socle qui permet à la biodiversité de s'épanouir. Par le fait même, ces boisés-là forment aussi des corridors écologiques qui sont essentiels à la migration des espèces dans une trame qui, vous comprendrez, est de plus en plus fortement humanisée, puis qui est dans un environnement qui est en perpétuel en changement. La Fédération des producteurs forestiers du Québec est fière de pouvoir collaborer avec des groupes de conservation qui comprennent l'importance de respecter la volonté des propriétaires forestiers, de préserver à la fois l'environnement tout en jouissant d'une certaine forme de latitude pour aménager leur boisé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objectifs-là ne sont pas mutuellement exclusifs. La participation de la Fédération à cette initiative pilotée par Conservation de la Nature Canada, qui vise justement à mieux concilier les services environnementaux et économiques générés par les forêts privées, allait ultimement, ça allait de soi. Une connectivité écologique qui est bien orchestrée, ça permet d'accomplir une foule de fonctions qui permet à la biodiversité de se maintenir ou, espérons-le, surtout de s'épanouir. Et ce, sans pour autant brimer les droits des propriétaires, des producteurs forestiers qui désirent poursuivre certaines activités traditionnelles de mise en valeur de leur patrimoine forestier. Le développement de la boîte à outils à l'intention des acteurs œuvrant en forêt privée, puis tous les outils qui ont été fournis, produits dans le cadre de cette initiative-là, ça constitue une étape charnière qui permet d'allier les efforts de conservation à ceux d'aménagement forestier. La promotion de servitudes de conservation forestière, des offres de formation, même la mise en place de plans d'aménagement forestier qui vont être bonifiés de fiches qui permettent de caractériser, protéger, aménager des milieux sensibles, que l'on parle d'espèces, habitats d'espèces en situation précaire, les milieux humides, des écosystèmes rares, puis évidemment les corridors écologiques. Là. Tout ça, ça constitue un pas en avant qui va profiter à tous, à tous et chacun. Par contre, toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va quand même falloir ultimement prévoir une étape successive où il va falloir, trouver des sommes ou des moyens qui vont permettre on pourrait dire, financer plus largement ces initiatives-là. On parle d'un plan d'aménagement forestier bonifié qui serait financé à l'ensemble des propriétaires forestiers pour justement qu'ils puissent mettre en application tous ces éléments-là afin de protéger la biodiversité. Parce qu'on pourrait même penser à des programmes de rétribution de services environnementaux fournis aux collectivités par des producteurs forestiers. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fardeau-là ne peut pas reposer entièrement sur ces derniers, puisque l'ensemble des bienfaits rejaillissent sur l'ensemble des communautés. En terminant, je tiendrai surtout à féliciter tous et chacun qui ont participé de près au loin au développement, ou plutôt au succès de cette initiative-là. On est convaincu que les outils développés dans le cadre de l'initiative vont contribuer à l'amélioration de saines pratiques d'aménagement chez davantage de propriétaires forestiers et de ce fait, vont contribuer à la connectivité écologique des milieux forestiers, qu'ils soient à la fois naturels ou bien aménagés. Merci, Vincent. Je vais maintenant passer la parole à Rénald Bernier, président de Groupement Forestier Québec. À vous, Rénald. Merci, Marie-André. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous nos partenaires qui collaborent avec nous dans le cadre de cette très belle initiative des corridors écologiques. D'abord, nos collaborateurs du domaine de l'environnement, donc Conservation de la Nature Canada. Très heureux de faire équipe avec vous depuis 3 ans maintenant. Ceux que j'appellerais nos alliés naturels, soit les représentants des milieux municipaux. À titre d'information, pour ceux qui ne le savent pas, je connais bien le milieu municipal parce que j'y ai travaillé pendant 28 ans. Oui, on peut dire travailler. Oui. J'ai été maire de la ville de Saint-Pascal pendant 12 ans et conseiller de la municipalité de Saint-Pascal.
Puis j'ai eu l'occasion d'être commissaire, au fond, sur la commission d'aménagement de la MRC de Kamoska. Donc, tout ce qui avait trait à l'aménagement du territoire, ça passait par nous. Et puis, on faisait des recommandations pour la table de la MRC. Donc, c'est un milieu que je connais très bien. Donc, les représentants des milieux municipaux, agricoles, de même que les gens des différents ministères. Enfin, nos collègues du secteur de la forêt, dont ceux de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, je salue particulièrement Vincent. Et puis, il y a aussi les gens c'est sûr, de mon monde à moi, les gens des groupements forestiers, autant les présidents, les directeurs généraux que les employés, les propriétaires de boisés. Nous sommes nombreux aujourd'hui en provenance des groupements forestiers de partout au Québec et j'en suis très heureux. Cela atteste de notre engagement envers l'initiative des corridors écologiques et de la préservation de l'environnement. Bien sûr, l'Homo sapiens, de par son impact sur la nature, a eu, disons, plus d'impact négatif que positif. Puis aujourd'hui, c'est peut-être pour contrebalancer ça, là, les initiatives qu'on fait aujourd'hui, qu'on parle de l'impact sur le changement climatique, l'impact sur il y a de moins en moins de connectivité écologique. Et puis, c'est une menace quand même. Et puis, pour contrer cette menace-là, le fait d'avoir des initiatives comme aujourd'hui, de ce dont on parle aujourd'hui, les corridors écologiques, ça vient réparer un petit peu, ces impacts-là. Le Groupement forestier Québec, c'est qui? C'est quoi? C'est 36 groupements forestiers de partout au Québec qui totalisent 26 000 propriétaires. On parle ici de 26 000 propriétaires actifs et engagés. À preuve, ils ont signé des plans d'aménagement forestier. Tout ça ensemble, ça fait plus de 1,5 million d'hectares de forêts privées sous aménagement. 1,5 million d'hectares. C'est quand même beaucoup, là. C'est donc dire si on parle d'une force importante. Sans nous, l'initiative des corridors écologiques n'aurait pu voir le jour. Je m'explique. Certains ont pu être surpris, il y a 3 ans, de cette association entre Groupement forestier Québec et Conservation de la nature Canada. Des propriétaires qui s'engagent volontairement à préserver la faune sur leur terrain privé. C'était peut-être surprenant. Mais connaissant nos propriétaires, nous, on savait que ce n'était pas surprenant. Nos propriétaires sont des passionnés. Loin de ne penser qu'à la production de bois, ils ont à cœur leur forêt, qu'ils voient comme des milieux naturels à préserver. Pour eux, protéger la faune et la flore, c'est l'objet d'une constante préoccupation. Comme le dit souvent mon collègue Pierre Barry, Pierre, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un excellent comédien. Il a joué dans un caméo. Je pense qu'on va avoir la chance de le voir tout à l'heure. Les propriétaires privés sont les meilleurs gardiens des milieux naturels, c'est juste qu'ils ne s'en vendent pas. Aujourd'hui, si nous pouvons discuter de préservation des corridors écologiques, c'est parce qu'il existe encore. Donc ça, faut quand même le rappeler. C'est justement grâce à l'aménagement sylvicole exercé par nos propriétaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut encore parler de préservation de corridors écologiques parce qu'il existe encore. La phase 1, l'initiative des corridors, la phase 1 de l'initiative des corridors écologiques, ça a déjà permis de faire un grand pas. Un grand nombre d'employés de nos groupements ont suivi la formation offerte par Conservation de la nature Canada et sont donc en mesure de mieux conseiller les propriétaires. À cela s'ajoute aussi la boîte à outils et le site web connectivitéécologique.com. Les groupements forestiers sont maintenant prêts à aller encore plus loin et c'est ce que nous allons faire avec la phase 2. Il faut que cela se reflète notamment dans nos plans d'aménagement qui doivent prendre en compte des éléments comme les milieux sensibles, la faune et la protection d'espèces rares ou menacées, devenant ainsi des outils essentiels à nos objectifs de préservation. Nous parlerons ainsi de plans d'aménagement forestier bonifiés. C'est sûr, tout à l'heure, Vincent a parlé que peut-être qu'on devrait trouver des sources de financement pour nous aider à produire ces plans-là. Il y a eu quand même une belle annonce cette semaine de la part du gouvernement du Canada où on nous annonçait 60 millions de dollars sur 5 ans pour les corridors écologiques. C'est peut-être une idée là, en tout cas, d'aller cogner à la porte de ce programme-là. Entendons-nous, cela ne veut pas dire d'empêcher l'aménagement forestier, notamment la récolte. Si les terrains conservent leur vocation forestière productive, autant qu'on parle de
au niveau de l'élément ligneux, comme des PFNL, ce qu'on appelle des produits forestiers non ligneux, qu'on parle de l'eau d'érable, des champignons, etc. Mais ça, c'est quand même important de les conserver. Quand on parle de vocation forestière, c'est de ça qu'on parle. Donc, les arbres vont repousser et les animaux vont retrouver leur habitat. La véritable menace, c'est la conversion, comme le développement immobilier ou encore la construction de routes, ou encore de transformer converser des zones humides en agriculture. C'est sûr que ça vient morceler pour toujours le territoire de telle sorte que les animaux se retrouvent à vivre dans des habitats naturels plus petits que leur domaine vital. Pour atteindre l'objectif de préservation, qui est au cœur de nos préoccupations, les propriétaires peuvent compter sur l'appui d'organismes comme Conservation de la Nature Canada, mais aussi celui de la Fondation de la Faune du Québec, qui offre des programmes de financement. Nous avons aussi besoin de nos alliés du milieu agricole et municipal. Donc, avant de décréter de la réglementation, c'est sûr que c'est important il y a un travail à faire en amont, c'est-à-dire d'aller consulter, de venir nous consulter, parce que pour s'assurer d'un succès, surtout au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est important de venir nous voir en amont. Fait que c'est un petit conseil comme ça que je donne. Je peux me permettre de le donner, étant donné que j'ai été dans ce domaine-là, dans ce monde-là pendant plusieurs années. Nous avons le même objectif, soit celui de conserver des milieux de vie agréables et propices à l'épanouissement de tous. Nos boisés, il n'y a personne qui les connaisse aussi bien que nous. Nous savons comment nous y prendre pour les préserver et nous ne demandons pas mieux que de travailler en collaboration avec nos partenaires pour y arriver. La préservation de la faune, de l'environnement est au cœur des préoccupations des groupements forestiers et de Groupement forestier Québec. Il en va de même de la lutte au changement climatique. C'est d'ailleurs pourquoi Groupement forestier Québec vient de créer un nouveau comité de travail dédié spécifiquement à l'environnement. Nous ferons appel à l'expertise présente au sein de nos organisations. En terminant, je vous réitère la détermination du Groupement forestier Québec et des groupements forestiers à tout mettre en œuvre pour faire de l'initiative des corridors écologiques un succès. Au-delà du fait qu'ils soient propriétaires, nos membres possèdent des qualités nécessaires, surtout la plus grande, à la réussite de ce beau projet. Ils ont la patience du jardinier. Donc, tous ensemble, nous allons arriver et merci. Je ne crois pas avoir dépassé mon 7 minutes, Marie-André. Merci. Merci tout le monde. Merci Reynald. Je vais passer maintenant la parole à Cynthia Patry, chargée de projet à Conservation de la Nature Canada et responsable de la boîte à outils forêt. À vous, Cynthia. Wow! En fait, je pense Reynald puis Vincent, on s'est pas trompé d'avoir mis de l'énergie à créer des connectivités entre nos organisations, puis c'est des liens entre les groupes de conservation, puis le monde de la forêt en temps privé. À voir la quantité de personnes intéressées aujourd'hui à la conférence puis présentes, on a bien fait de mettre notre énergie dans cela. La connectivité sur le territoire, on en a parlé un peu, commence en premier par la connectivité entre les individus, de créer des liens, de mieux se connaître, puis de réaliser qu'on a des objectifs communs. Reynald en a bien parlé. Ça me fait penser un peu à un mauvais film américain où au début, on pense les protagonistes qui sont différents. On essaie de faire croire qu'ils n'ont rien en commun, puis ceux qui finissent par se marier à la fin du film. Fait que c'est un peu ça. Si on peut suite à, disons, ce qui s'est passé le plus en terre publique, on pense que les groupes de conservation ne sont pas nécessairement dans la main avec les groupes qui travaillent en foresterie, en terre privée, mais finalement, ce n'est pas du tout le cas. On a dû passer par-dessus ces préjugés-là, puis s'allier, puis finalement en discuter, apprendre à se connaître, avoir des premières dates, puis finalement arriver à un beau mariage en réalisant qu'on a un objectif commun, puis une passion de la forêt, qui est de maintenir la forêt de la forêt connectée. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé là, du pourquoi. Maintenant, je vais vous parler du comment on fait pour faire atterrir ces idées-là plus dans nos régions, puis continuer à collaborer localement avec les groupes de conservation et les organismes, les groupements forestiers, les agences forestières. Il y a toutes sortes d'organismes plus locaux qui peuvent aider à mettre en place ce beau défi-là qui est de maintenir la connectivité.
Je vais commencer par partager mon écran pour continuer le tour guidé du site internet connectivitéécologique.com que Antoine a commencé. Donc, vous voyez bien mon écran. Parfait. Ici, c'est la page d'accueil qu'on était tout à l'heure. On a un onglet boîte à outils. Il y a sûrement plusieurs d'entre vous là, qui étaient à la boîte à outils MRC Municipalité il y a quelques semaines. Donc, c'est au même endroit, on va retrouver, vous êtes un intervenant en forêt privée. Et dans cet onglet-là, les outils qui ont été développés jusqu'à maintenant s'y retrouvent. C'est quand même un processus qui est encore en cours. Il y a des nouveaux outils qui s'ajouteront également dans le futur. Mais pour l'instant, je vais vous présenter les outils qu'on a jusqu'à présent. J'aimerais mentionner que tout le développement des outils, ça a été très important pour nous, Consortium de la nature, de ne pas faire ces outils-là tout seul dans notre coin. On n'est pas nécessairement des gens qui ont fait des études là, en foresterie. Ça prenait vraiment des alliés qui allaient pouvoir nous aiguiller de quels sont les bons outils. Au début, on voulait faire un guide. Ben, les guides, là, on s'est fait dire assez rapidement, faites pas de guide, il faut faire des outils beaux visuellement, simples, qui vont être accrocheurs pour les propriétaires et donner de la formation aussi pour les membres là, des groupements forestiers, mais plus largement aussi les conseillers forestiers. On dit, OK, oui. Après ça, on a discuté du langage. C'est quoi les mots utilisés? C'est quoi la langue d'attaque? Donc, tout ça a été réfléchi avec ce que j'appelle le comité forêt qui regroupe différentes personnes qui soient issues du monde de la recherche. Par exemple, il y a Christian Messier, Frédéric Doyon qui sont sur le comité. Je ne vais pas tous les nommer, là, mais il y a des gens du MFFP, du MLCC, certains groupes de conservation qui ont participé au comité, des agences forestières, des instituts comme l'Institut Kenok, certaines des compagnies, Domtar est sur le comité. Donc, ça a été vraiment important là, de réfléchir ça tous ensemble. Puis, ils ont aidé dans le processus, tous ces gens-là aussi, dans la réalisation des outils, puis aussi la validation des outils. Alors, merci beaucoup aux gens qui ont été impliqués. Pour vous présenter, là, donc le fruit là, de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un projet collaboratif. Il y a des outils qui ont été développés pour les propriétaires et d'autres plutôt pour les conseillers forestiers. On va commencer avec le premier outil qui a été développé plutôt pour le propriétaire, qui est la vidéo avec Pierre Barry, notre acteur préféré ici. Donc, je me demanderais, Agnès, si tu pouvais, s'il te plaît, partager la vidéo. Saviez-vous qu'en tant que propriétaire de l'eau boisée, vous êtes un gardien du patrimoine forestier? Saviez-vous que l'exploitation durable de la forêt, le reboisement et la protection contribuent à la conservation et donc au maintien des massifs et de la connectivité entre eux? La survie de certaines espèces, comme le lynx, dépend du maintien de grandes superficies de forêt. Vous êtes important dans le lien qui unit un lot boisé à un autre. En aménageant votre boisé, vous évitez la conversion de ce milieu naturel à d'autres usages qui perturbent la biodiversité. Vous faites donc déjà de la conservation. De nos jours, les propriétaires de boisés aspirent à plus que juste la production de bois. Dans le fond, les propriétaires veulent conserver, entretenir l'écosystème forestier qu'ils ont entre leurs mains. La collaboration entre les organismes de conservation et les grandes organisations de la forêt privée a pour objectif de vous accompagner dans la protection et la mise en valeur de votre boisé via un réseau professionnel. Peu importe la taille de votre propriété, vous faites partie de la solution en maintenant un vaste écosystème forestier connecté. Comme je fais de l'aménagement intégré de mon boisé, je peux ainsi profiter de différents programmes d'aide financière, dont celui de la Fondation de la faune du Québec. Contactez votre professionnel forestier ou votre groupe de conservation locale. Nous travaillons régulièrement ensemble. Merci d'avoir à cœur le patrimoine forestier.
on va continuer notre visite. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo-là. Dans pleine pandémie, je pense qu'on l'a annulé 3 fois, le tournage. Ça a pris 2 ans avant de tourner la capsule. À chaque nouvelle vague, c'est la date qu'on était supposé tourner la capsule. Donc, merci pour votre persévérance. Suite, dans les outils, on a parlé de la formation tout à l'heure. Eh bien, elle est disponible, les 2 premiers modules. Si vous allez ici, vous pouvez accéder à cette formation-là, qui est en 5 modules. Pour l'instant, l'introduction, le module 1 et le module 2 sont disponibles. Plus bas ici, vous avez les versions PDF et ainsi que l'enregistrement. Par contre, je vous suggère fortement d'organiser des rencontres localement, en personne, parce que moi, je me déplace dans toutes les régions. Je m'en vais à Rivière-du-Loup rencontrer les groupements forestiers dans le secteur du Bas-Saint-Laurent la semaine prochaine. J'ai rencontré les gens dans l'Outaouais, et puis en Estrie. Donc, c'est aussi de tisser des liens. L'objectif de ces formations-là, de mieux se connaître, que les groupes de conservation locaux connaissent mieux les groupes, les groupements forestiers, les agences forestières, les acteurs locaux, les conseillers indépendants. Ça donne un lieu d'échange pour se rencontrer puis poursuivre les projets ensemble par la suite. Alors, les 3 autres, le prochain module, plan d'aménagement forestier bonifié, s'en vient à court terme et il y aura également créer des forêts résilientes ainsi qu'un module plus communication, là, comment passer à l'action pour parler de ces concepts-là à nos propriétaires. Fait que vous avez accès à ça ici au niveau là, de la boîte à outils. Ensuite, si on continue dans les différents outils, il y a aussi certaines fiches qui ont été développées pour faciliter le transfert de la connaissance et l'explication aux propriétaires. Donc, c'est ces fiches qui peuvent être données à des propriétaires qui ont de l'intérêt. Une sur la servitude de conservation forestière. Puis, il y a aussi une fiche qui explique la connectivité écologique. Vous avez seulement à cliquer sur la fiche, vous pouvez la télécharger. Puis, il y a des schémas qui expliquent c'est quoi la connectivité, qui fait quoi là, dans cette proposition-là de travailler tous ensemble. Et finalement, on parle des plans d'aménagement forestier bonifiés. Il y a un projet pilote qui a été amorcé cette année, piloté par le MFFP, avec les agences forestières de la Montérégie, oui, et de la Naudière. On a eu tous la bonne idée en même temps, donc la Fédération Groupement Forestier, la Fédération Conservation de la Nature, puis le MFFP. On voulait tous travailler sur le plan d'aménagement forestier bonifié, donc on va travailler tous ensemble et on a développé des fiches qui sont accessibles sur le site de la Fédération des producteurs forestiers. Ils ont travaillé très, très fort là, à la réalisation de ces fiches-là. On a commencé par faire des fiches sur les milieux sensibles, les espèces en situation précaire, mais s'ajouteront aussi d'autres fiches, entre autres sur les habitats fauniques, les espèces fauniques, des fiches sur la connectivité davantage et peut-être également espèces exotiques envahissantes. Donc, vraiment donner une espèce de portfolio complet de qu'est-ce qui peut être intégré dans un plan d'aménagement forestier pour rejoindre les objectifs du propriétaire. Donc, les fiches sont tous disponibles sur le site ici. Vous pouvez cliquer puis avoir accès à la fiche. Il y a une fiche introductive qui est plutôt une explication de l'approche par filtre brut et filtre fin. Le filtre brut, c'est plutôt d'essayer de maintenir certains éléments, certains habitats. Puis, on se dit qu'en maintenant ces éléments-là, ces habitats-là, on va maintenir les espèces qui en dépendent. Donc ça, il y a des fiches sur l'ensemble de ces éléments-là qu'on voit dans le dessin ici, qui donnent des recommandations d'aménagement pour maintenir la qualité des ruisseaux de montagne, laisser des débris ligneux, des chicots, etc. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin pour des besoins spécifiques à certaines espèces. Donc, on ajoute le filtre fin, où là, on doit mettre en place des recommandations qui vont aussi toucher
des espèces plus spécifiquement. Et puis là, il y a d'autres types de recommandations. Alors, cette fiche-là explique ce concept-là là, de filtre fin, filtre brut, et on a aussi des fiches spécifiques à chaque espèce. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer l'ensemble des fiches, mais sachez que c'est disponible. Donc, en résumé, vous avez accès à une capsule vidéo, à des fiches thématiques sur la servitude forestière, sur la connectivité. Vous avez aussi accès à des formations que vous pouvez aller voir pour les 2 premiers modules directement sur le site ou organiser des rencontres dans vos régions. Puis aussi les fiches qui sont en construction, dont on va continuer à créer des modèles pour des espèces qui sont peut-être dans vos régions à vous, mais qui n'étaient pas nécessairement à Montérégie ou dans la Naudière. C'est jusqu'à présent le coffre à outils qu'on vous propose pour commencer à travailler avec les propriétaires. Et puis, ça peut être utile aussi peut-être à des municipalités, merci, à aller chercher de l'information pour la gestion du territoire. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. Je rappelle là, que si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va pouvoir les poser aux conférenciers très bientôt. Il nous reste une dernière personne pour les présentations. Alors, je vais passer la parole à Marilyn Després-Henchpeneur, directrice générale d'Éco-Corridor Laurentien et aussi l'une des maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique. À toi, Marilyn. Bonjour tout le monde, merci Marie-André. Donc, vous voyez bien mon écran? Super. Donc, ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler des propriétaires de l'eau boisée engagés pour la connectivité écologique des Laurentides. Donc, je vais vous parler d'une collaboration entre la coopérative Terrabois, Conservation de la Nature Canada et Éco-Corridor Laurentien. Donc, à titre de rappel, il y a l'initiative Corridor écologique, l'initiative québécoise Corridor écologique qui se déploie au niveau de toute la province, mais également dans chacune des régions administratives du Québec. Et Éco-Corridor Laurentien est responsable de la région administrative des Laurentides. Donc, on vise spécifiquement à relier le Parc national d'Oka au Parc national du Mont-Tremblant. Donc, comment est née notre collaboration? Éco-Corridor Laurentien, on fait des inventaires de boisés, puis on remet des cahiers aux propriétaires de l'eau boisée. Cahier qui contient un portrait des attraits naturels et des recommandations d'aménagement et de conservation. La coopérative Terrabois fait des PAF. Donc, parfois, les propriétaires étaient mêlés. Il y avait 2 documents qui donnaient des recommandations. Donc, on s'est dit que c'était mieux de concentrer nos efforts et de synthétiser l'information pertinente en un seul document pour les propriétaires de l'eau boisée qui ont des PAF. Ça a également permis de restreindre le nombre d'interlocuteurs qui doivent interagir avec les propriétaires de boisés. Donc, voici ce qu'on est venu ajouter dans les PAF. On a ajouté une carte avec des éléments sensibles de la propriété. Également, un annexe sur la connectivité, donc comment on préserve la connectivité des milieux forestiers. Je vous donne quelques exemples ici. Là, ça vient vraiment décrire c'est quoi la connectivité, pourquoi c'est important, qui participe à la connectivité, puis quelques exemples d'obstacles ou de barrières à la connectivité. On a également ajouté une déclaration d'intention de conservation volontaire. C'est une déclaration morale sans engagement légal qui permet au propriétaire d'affirmer son intention puis de s'engager pour la conservation des attraits naturels de sa propriété. Et finalement, on a ajouté un tableau sur les options de conservation volontaire en terre privée au cas où le propriétaire était intéressé à aller plus loin. Donc, par exemple, à faire une réserve naturelle sur sa propriété, à faire un don écologique, une servitude, etc. On a également réalisé des visites terrain. Donc, vous voyez David de Terrabois ici qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Donc, ça nous a permis de voir s'il y avait des éléments d'importance qui avaient été oubliés ou qu'on pourrait bonifier encore plus dans les PAF. Puis, de voir aussi c'est quoi les besoins des propriétaires forestiers qui font des PAF, des propriétaires de l'eau boisée, pardon, qui ont des PAF. Puis, parallèlement, on a pu voir comment Terrabois opère sur le terrain. C'était bien intéressant.
Finalement, Cynthia est venue présenter le module 1 de la formation qui est accessible dans la boîte à outils sur le site Internet aux conseillers forestiers. Puis, on a également offert une formation aux municipalités. Donc, Terrabo est venu parler de la foresterie en terre privée et du rôle que les municipalités peuvent jouer dans la foresterie. Et pour terminer, on est en train de produire des fiches d'espèces qui vont permettre de poursuivre notre collaboration avec Terrabo en bonifiant davantage les PAF que la coopérative produit. Ce sont des nouvelles fiches informatives qui vont porter sur l'habitat de 3 espèces parapluies représentatives de la région des Laurentides et pour lesquelles les aménagements fauniques adaptés les aménagements fauniques adaptés à ces espèces et qui s'intègrent bien aux espèces forestières en terre privée. Donc, on a considéré la grande musaraigne, le loup gris et la grenouille des bois. Donc, ces 3 espèces qu'on a utilisées également pour identifier les corridors écologiques dans les Laurentides. Donc, je remercie CNC et la coopérative Terrabo pour notre belle collaboration. Puis, j'espère et je suis vraiment jouée de poursuivre le partenariat avec vous. Merci. Merci Marilyn, merci à tous les présentateurs. Alors, on va passer à la période de questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, je vous réinvite, si vous voulez, vous pouvez écrire des questions dans le chat, puis je vais pouvoir les poser aux présentateurs. Moi, j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Je me demande, M. Bernier, au Groupement Forestier Québec, est-ce que les outils créés, vous pensez qu'ils vont aider vos membres concrètement, là? Est-ce que ça va aider les membres à accélérer leur adhésion à la démarche? Oui, c'est un grand oui, effectivement, parce que c'est sûr qu'on est toujours un petit peu en attente, parce que lorsqu'on embarque dans un projet comme celui-là, puis Cynthia l'a très bien dit tout à l'heure, on nous parlait de guides, etc., puis on les a ramenés toutes sortes d'autres, c'est des outils qu'on veut. Fait que les outils qui sont développés, qui ont été développés, je pense la formation, entre autres, là, c'était essentiel, puis on a vu le taux de succès que ça a eu auprès du monde de nos groupements forestiers. J'aimerais parler puis Vincent a parlé tout à l'heure, du plan d'aménagement bonifié. Je pense que ça, c'est un outil essentiel, puis on vient d'en parler un petit peu, Marilyn vient d'en parler un petit peu, dans lequel il faut investir encore beaucoup, parce que c'est à partir de là vraiment qu'on va être capable de réussir. C'est sûr que c'est au niveau micro, hein, parce que c'est un lot, 40 hectares ou peu importe, ça peut être plus grand que ça, mais c'est toujours au niveau micro. Par contre, c'est par là qu'on commence. Hein. C'est là, on prend conscience de tout le potentiel faunique ou floristique qu'il y a sur notre lot à bois, puis on ne demande pas mieux là, que nous de le préserver, mais avant de le préserver, il faut le connaître. C'est important, puis cet outil-là va nous aider justement à faire ça. D'autant plus que c'est un outil qui va nous servir aussi à d'autres fins, parce que comme d'autres propriétaires forestiers, moi, je suis sur la table de concertation de mon organisme de bassin versant dans mon coin. Et puis, c'est des thèmes qu'on aborde souvent. Puis ça, des fois, on manque d'informations pour pouvoir justement participer activement à ces tables-là. Mais avec ça, on a un bel outil. On dit, hey, chez nous, j'ai ça, puis j'ai un milieu humide qui passe. Puis là, est-ce que, on a plein de questions qu'on peut poser, puis on peut avoir vraiment quelque chose de concret. Si on travaille dans le concret, puis c'est à ça que ça sert, les boîtes à outils. Ça fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais voilà, c'est ce que je peux en dire là, à ce moment-ci. Ben oui, ça répond bien. Merci. Je serais curieuse aussi de savoir c'était quoi là, les principales motivations qui vous ont motivé à participer chacun à l'élaboration de la boîte à outils. Est-ce que je peux commencer avec vous, Monsieur Miville? En fait, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, là, le développement de ces outils-là, les propriétaires, les producteurs forestiers en ont besoin. Puis, comment dire, ça répond aussi à l'évolution, comment dire, des besoins de gestion qui ont par rapport à leur lot boisé. Puis,
Je pense que quand on le voyait dans le vidéo, on avait M. Armstrong, ingénieur forestier, qui disait, tu sais, les propriétaires forestiers n'ont plus bien les propriétaires forestiers n'ont plus cette volonté, on pourrait dire, d'aménager leur forêt ou autre, avec un objectif spécifique, etc. Ça doit rencontrer l'ensemble de leurs besoins, notamment tout ce qui est la protection de l'environnement. C'est un aspect ou des valeurs qui leur tiennent de plus en plus à cœur. Puis comme le reste de la société, c'est des valeurs qui évoluent à travers le temps, puis qui sont de plus en plus importantes. Puis je pense que dans ce cas-là, le développement de ce type d'outils-là, ça permet justement de venir correspondre, on pourrait dire, à ces attentes-là, à la fois des propriétaires, puis des organisations comme les nôtres qui doivent les accompagner et défendre leurs intérêts. Merci. Et M. Napi, avez-vous envie de répondre à cette question-là aussi? Donc, la question, c'était quelles étaient les principales motivations là, pour participer au développement de la boîte à outils? Je pense que si je reprends la réponse de M. Bernier, en effet, pour préserver, il faut connaître. Évidemment, tout passe par diffuser un maximum d'informations et d'avoir les outils pour savoir quoi faire et où le faire. Je pense que depuis les dernières années, on met beaucoup d'emphase, notamment au niveau du ministère Forêt, Faune et Parcs, pour rendre disponible le maximum d'informations là, pour favoriser la conservation de la biodiversité. Notamment, récemment, le ministère, en collaboration avec le MLCC et le Service canadien de la faune, a rendu une carte interactive des occurrences du Centre de données du patrimoine naturel du Québec. Donc, il faut démocratiser l'information, démocratiser la donnée pour que les gens aient accès à cette information-là, pouvoir intervenir. Je pense que ces boîtes à outils-là s'inscrivent dans cette même mouvance-là de rendre disponible un maximum d'informations et d'outils pour que les gens puissent intervenir. Merci. Marilyn, est-ce qu'il y aurait une réponse à ajouter? Je pense, j'en ai parlé un peu dans ma présentation, mais on travaille déjà en collaboration avec les propriétaires de l'eau boisée. On donnait des cahiers, puis le fait de travailler avec Terraba permet de rejoindre encore plus de propriétaires de l'eau boisée, de leur parler, comme plusieurs intervenants ont parlé, là, il y en a de plus en plus qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour protéger, conserver leur boisée, conserver la faune, la biodiversité en général. Donc là, de venir apporter des informations supplémentaires, des outils supplémentaires, ça permet de répondre à ce besoin-là. Puis d'avoir un seul intervenant également, là, puis Terraba, au besoin, là, nous partage les contacts s'il y a un propriétaire qui est intéressé d'aller plus loin ou à CNC également. Donc, ça permet vraiment de tout concentrer à un endroit, de répondre aux besoins des propriétaires, puis de favoriser la collaboration là, entre les intervenants forestiers puis les intervenants en conservation. Merci. Je vois qu'il y a des commentaires qui se rajoutent dans le clavardage et quelques personnes qui ont posé des questions là, relatives aux subventions. Alors, je vais en sélectionner une ici. Juste une petite minute. Il a été question rapidement du support financier pour les propriétaires de boisés qui voudraient adopter des PAF bonifiés. Je pense que c'est dans la présentation de M. Bernier. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Puis, je fais comme une sous-question aussi, là. Est-ce qu'il va y avoir des subventions pour les PAF améliorés? Est-ce que, M. Bernier, vous avez envie de répondre? Malheureusement, je ne suis pas un décideur au niveau de l'aide financière. C'est malheureux parce qu'effectivement, ça serait en haut de la liste. On est pris présentement, il y a les programmes de mise en valeur de forêts privées, d'investissement. Par contre, si on prend de l'argent dans ce programme-là pour améliorer les PAF, c'est sûr qu'il en reste moins pour tous les autres travaux. Donc, on est pris un petit peu dans ce dilemme-là. C'est pour ça que, comme Vincent pourrait en rajouter un petit peu, nous, notre demande qu'on fait présentement au gouvernement, c'est d'avoir un budget spécialement pour ça. D'avoir un budget pour nous permettre à nos propriétaires d'avoir cet outil-là qui, au fond, va profiter à l'ensemble de la société et non seulement aux propriétaires. Fait que de là, l'importance qu'il y ait des argents qui soient consacrés justement
la production de ces PAF-là. Présentement, c'est sûr que c'est possible, mais là, comme ça a été fait là, dans certaines régions, c'est les propriétaires qui défraient une partie. C'est sûr qu'il peut y avoir des projets là, à petite échelle, si on cogne aux bonnes portes, mais pour vraiment avoir un projet d'envergure pour des PAF bonifiés, je pense qu'il faudrait, tout le monde qui sont présents, là, les 200 quelques personnes, on pourrait faire des représentations auprès de nos décideurs, auprès de nos députés les respectifs pour leur dire toute l'importance que ça revêt. Puis allez-y, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un ministère qui pourrait justement alimenter ces programmes-là. Je pense au ministère de l'Environnement, entre autres, même au ministère des Affaires municipales, qui pourraient, eux autres aussi, mettre un petit peu d'argent. En tout cas, faciliter, parce que c'est bien compliqué. Là, présentement, oui, on peut avoir accès à des programmes au niveau des affaires municipales pour les propriétaires privés, mais c'est assez complexe, puis ça ne touche pas justement ce volet-là. Ça touche plus la question de remboursement de taxes, là, puis même juste ça, c'est compliqué. Fait que vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'à plusieurs, puis si on cogne tout aux portes en même temps, ça peut arriver qu'on ait de l'argent qui arrive. Et en tout cas, ils vont en avoir au fédéral qu'on pourrait, tout à l'heure, je n'ai parlé là, au niveau des corridors écologiques, donc on pourrait peut-être commencer par là. Peut-être c'est une source de financement, mais c'est à vérifier. Je suis désolé de vous donner cette réponse-là, mais si c'était moi qui étais le décideur, ça ne serait pas trop long. Oui, il y aurait quelques millions qui iraient pour ça, ça c'est clair. Je peux peut-être ajouter que la force de travailler ensemble, c'est qu'on a accès à des sources de fonds différentes. Et les groupes de conservation, on peut aller chercher aussi des sous pour faire des plans d'aménagement forestier bonifiés, du moins la partie bonifiée. Il y a moi, personnellement, j'ai fait des demandes. On a subventionné dans les 2 dernières années une 35 PAF bonifiés. Alors, c'est quelque chose qui est possible, là, ça va dépendre des régions, mais si vous contactez votre groupe de conservation local, c'est possible qu'eux aient des sous pour faire ce type d'ajout au PAF bonifié. Donc, même s'il n'y a pas un programme gouvernemental pour l'instant qui finance le tout, il y a des démarches, par contre, là, qui poussent en ce sens-là. La Fédération, Groupement Forestier Québec, puis différentes organisations on talonne le ministère depuis quelques années, mais informez-vous auprès de vos groupes de conservation locale. On a des bonnes idées des fois pour aller chercher ce genre de financement-là. Merci. Je vois qu'il est midi. Je me permets une dernière petite question. Une petite. Elle est peut-être quand même, elle est quand même importante. Pour la suite, qu'est-ce que vous voyez qui est à faire le plus important en priorité? Je vous laisse prendre la parole. Je peux peut-être répondre dans la suite logique là, des outils. En fait, premièrement, c'est de prendre contact, c'est de tisser des liens entre les groupes de conservation puis les organismes localement. Une fois que ce lien est tissé là, que les conseillers forestiers ont bien compris les objectifs, ont les notions pour aller parler aux propriétaires. Une fois que le propriétaire est sensibilisé, a de l'intérêt, on peut commencer par des fiches, la petite vidéo pour essayer d'accrocher son intérêt. Une fois qu'il est bien intéressé, il y a le plan d'aménagement forestier bonifié qui est possible de réaliser. Et ultimement, c'est lors de travaux sylvicoles ou de la planification de qu'est-ce qui va se faire sur le territoire, c'est que le propriétaire ait tout en main pour décider comment il va potentiellement peut-être zoner son terrain, peut-être qu'il va faire la récolte à un endroit, il va peut-être décider de ne pas toucher à son milieu humide, par exemple, ou de mettre une servitude de conservation sur l'ensemble de sa propriété qui peut lui amener certains avantages. Donc, c'est un peu la suite logique là, des actions qu'on propose, là, la recette, si on veut. Puis, tout en cours de route aussi de la mise en œuvre de ces différentes étapes-là, il y a peut-être des nouveaux outils qui vont être nécessaires, qui pourront être développés. Merci, Cynthia. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter une portion de réponse à cette question-là? Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la prochaine boîte à outils ou comment on peut améliorer ça, puis comment on poursuit la collaboration?
Je peux me permettre, Marie-André, parce que je vois dans le chat beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qu'on peut faire dans les différentes régions. Je pense que le défi, c'est d'essayer de travailler de manière prioritaire dans certains secteurs. On a tous des priorités dans chacune des régions, mais je pense qu'il faut quand même y aller un pas à la fois. Mais je pense que le message, c'est vraiment de tirer profit des bonnes expériences qui sont vécues dans certaines régions, entre certains partenaires, puis exporter ces réussites-là. Dans les autres régions. Je pense qu'on ne peut pas travailler à la même vitesse partout, mais l'important, c'est d'être dans l'action. Fait que moi, j'insisterais vraiment sur le message là, de pouvoir travailler un pas à la fois, construire sur des bonnes expériences, puis pouvoir les exporter. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Merci pour vos réponses. Merci aussi aux participants d'avoir alimenté le chat avec des questions. On n'a pas répondu à toutes les questions. On les garde précieusement en note, puis on va vous revenir par courriel avec des réponses. Alors, merci. Anya, si tu veux, tu peux afficher la diapo des... Ouais, merci, des remerciements. Alors, un grand merci aux conférenciers pour vos présentations d'aujourd'hui et aussi pour votre contribution au développement de la boîte à outils forêt. Le webinaire s'inscrit dans l'initiative québécoise Corridor écologique qui est coordonnée par Conservation de la Nature Canada au Québec et ses nombreux partenaires. Merci à vous. C'est important de mentionner que ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec et qu'il rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. Le développement de certains outils a également bénéficié du support de la Fondation de la Faune du Québec, de l'entente sectorielle en Montérégie et d'Environnement et Changement climatique Canada. Je vous invite à rester à l'affût des formations qui s'en viennent. Elles vont être affichées sur le site web connectivitéécologique.com. Le site est passé là, dans le clavardage, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous invite aussi à vous inscrire au bulletin de l'initiative si ce n'est pas déjà fait. Il y a un lien qui va être mis aussi dans le clavardage pour m'écrire si vous voulez vous inscrire au bulletin. Puis enfin, j'espère que vous avez apprécié la présentation de la boîte à outils forêt. Puis je vous invite à suivre là, les activités de l'ensemble de l'initiative québécoise Corridor écologique sur le site web. Et je vous souhaite une belle journée de la Terre. Merci.